Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans OSE, observer, se former, évoluer. Je suis Benjamin Voris, formateur en prise de parole en public et comédien de théâtre d'improvisation. J'accompagne celles et ceux qui veulent mieux s'exprimer, mieux se faire entendre, mieux se réinventer. Dans ce podcast, on parle de ces moments où tout bascule. Ces déclics qui nous poussent à changer, à sortir du cadre, à oser, à se former pour avancer. Pour transformer sa carrière et parfois même sa vie. Dans OSE, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui ont osé ce pas de côté, des personnes qui ont franchi ce cap, et aussi de ceux qui les ont aidés à le faire, formateurs, coachs, mentors. Des parcours inspirants, des virages audacieux, des histoires vraies. Ce podcast est proposé par Clermont School of Business, acteur clé de la formation professionnelle et continue, qui accompagne celles et ceux qui veulent évoluer, se transformer et donner plus de sens à leur parcours. Ici, on parle sans filtre, avec simplicité, parce que derrière chaque transformation, il y a une histoire. Et peut-être que celle d'aujourd'hui vous donnera, à vous aussi, l'envie de vous lancer. Et bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je reçois Séverine. Bonjour Séverine. Bonjour Benjamin. Bien installée ? Très bien, parfait. Très bien, L'accueil était parfait. On sent comme chez soi. On sent un petit peu comme chez soi. C'est un lieu qui n'était pas inconnu, Clermont School of Business, mais on va en reparler un petit peu plus tard. Aujourd'hui, tu es directrice des Thermes du Mont d'Or. Tout à fait. On va en parler un petit peu aussi en détail. Avant d'en arriver là, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ? Alors, mon parcours classique, j'ai envie de dire, même si je ne sais pas s'il y a de parcours classique ou pas. Une première formation universitaire. Et ensuite, je suis des gens. Clairement, je suis des gens. Je fais des rencontres. Parce qu'aujourd'hui, je vois bien qu'on demande aux jeunes de s'orienter très tôt. Je suis désolée, quand on a 18 ans, c'est pas trop où on va, ce qu'on porte. Et je fais des rencontres. Toute ma vie, toute ma carrière n'a été faite que de rencontres et des gens que j'ai eu envie de suivre. Donc, j'ai débuté ma carrière chez un équipementier automobile. Je faisais de la gestion de projet. Alors, toujours avec un fonds de ressources humaines. Hein. Ça, c'est mon profil. C'est le fil conducteur. C'est le fil conducteur, mais qui a évolué aussi. Et je fais des rencontres humaines et l'humain me donne envie de le suivre. Donc, je passe quelques années chez un équipementier automobile avec la gestion de projet. Je fais des super projets. Je fais du teamwork aux États-Unis. Enfin, je fais vraiment des beaux projets. Et puis, un jour, avec des enfants, en étant maman, c'est difficile aussi de concilier tout ça. Je me rends compte que je suis plus en phase. Quand on est à l'étranger, qu'à 3 heures du matin, avec le décalage horaire, on raconte petit ours brun à son fils. On se dit, bon, là, il y a peut-être un truc qui va pas. Il y a peut-être un truc. Et puis aussi, je viens d'une famille très altruiste. Mon frère est commandant de pompiers, mes parents étaient au CCAS, le besoin d'aider les autres. Et là, je suis un équipementier, je recrute, je licencie, je me sens plus en phase, en fait. Je me sens plus en phase avec une belle expérience, mais un système beaucoup trop lucratif pour moi et une opportunité. Voilà, et je pars en psychiatrie. Ok. Alors voilà, alors peut-être recontextualiser, tu pars en psychiatrie pour le travail. Je pars en psychiatrie non pas en tant que patient. Je pars en psychiatrie pour le travail parce que je travaille avec le cabinet RH Partner pour ne pas le citer, et qui me disent bon, on cherche un profil comme vous. Pour moi, une psychiatrie c'est un asile de fou, je comprends pas. Puis j'y vais parce que je suis plutôt une femme de challenge et de défis. Et là, je découvre un autre univers où je me dis voilà, je ne sers pas directement, je ne suis pas soignant, mais je contribue quand même au bien-être, ou au moins à soigner indirectement les patients. Donc ça, c'est ta première bascule professionnelle. C'est ma première bascule, et puis en plus, après, il y a plus de bascule. Après, c'est la continuité. D'accord. Des rencontres, donc. Et après, c'est des rencontres. Je suis dans un conseil d'administration, puisque je faisais partie du conseil d'administration de l'Opco Santé. Je rencontre un directeur général qui me dit on cherche un RH. Ok, pourquoi pas. Et vraiment, ça a été toute ma carrière. Alors pas un fleuve tranquille, plutôt une rivière auvergnate, où je rencontre des gens et je les suis. Génial. Et ben ça tombe bien parce que justement dans OSE, nous on aime bien explorer ces instants où justement il y a une bascule, quelque chose qui se passe. Ça peut être une prise de risque, ça peut être une rencontre. Est-ce que toi tu as vraiment un moment charnière de ta vie qui pourrait s'inscrire dans ce cadre-là ? Alors oui, changer d'environnement complètement quand on est en poste. Alors, je suis un gros équipementier automobile avec plus de 100 000 salariés dans le monde. On est bien, on a une certaine assise. Ouais, la bascule, elle se fait là. La bascule, elle se dit, je passe dans le médico-social, dans le sanitaire. Parce qu'on a beau avoir envie de faire plein de choses, est-ce que c'est un environnement qui va me correspondre ? Ouais, là, c'est une vraie bascule. C'est une vraie bascule aussi parce qu'en termes de salaire, je décide aussi de revoir mes conditions, mais parce que c'est là.
parce que c'est là. Et là, il y a une vraie bascule, il y a une vraie prise de conscience. Et là, les planètes sont pas encore alignées, mais je commence à attraper une petite planète qui va venir s'aligner sur mon chemin. Donc là, c'est une vraie bascule, changement d'environnement complet. Oui, changement d'environnement, ça c'est important aussi de se dire, je prends quelque part un risque à sortir de ma zone de confort et aller sur un sujet sur lequel je suis peut-être pas formée, pas encore compétente, et où il va y avoir beaucoup de choses à apprendre. Et je sais aussi que pour pas venir à tes fins, tu as opté pour une reprise d'études avec le MBA EMM, Executive Master en Management de Clermont School of Business. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qui t'a séduit dans ce programme? Alors, j'étais pas dans une recherche, j'avais une situation très confortable. J'étais en poste, mais comme je l'ai précisé tout à l'heure, j'étais administrateur donc de l'OPCO Santé, je suis au conseil d'administration, donc on étudiait tous les dossiers. Alors à l'époque, c'était le CIF avant le CPF. Alors en plus, l'avantage du CIF, c'était qu'il y avait des budgets assez illimités. Et puis je vois les dossiers passer, etc. Et quand même, j'ai une petite musique qui me dit ça serait bien que tu te rechallenges intellectuellement parce que 20 ans après ces études, la société évolue, les référentiels évoluent, les métiers évoluent. Je me dis, est-ce que je suis bien à jour de tout ça? Et puis, j'avais envie d'un défi. J'étais pas prête à faire un marathon, apparemment. Et je me dis, voilà, j'ai envie d'un défi. Je prends la mesure du défi. C'est quand même 2 ans. C'est quand même une implication personnelle. Donc, on embarque du monde, on embarque la famille, on embarque le boulot. Puisque moi, il est hors de question que ça puisse pénaliser mon poste actuel. Et je regarde, je me dis bon, Lyon, c'est un peu loin, même si le programme me plaît avec l'EM. Et puis, je suis une vraie chauvine, je suis vraie auvergnate. Clermont est un village, je connaissais déjà Géraldine que je croisais. Donc, je me lance, je propose mon dossier, je passe un superbe entretien. Et au sortir dans l'entretien avec Jean-Baptiste, je me dis, il faut y aller. De toute manière, ils sont obligés de me prendre. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, il faut y aller. Et puis j'y vais. Mais vraiment, dans un premier temps, par challenge perso. Parce que j'en avais pas besoin, en fait. J'en avais pas besoin. Certains viennent décrocher un diplôme parce que leur entreprise leur impose. J'en avais pas forcément besoin. J'avais un besoin personnel et profond de me défier, d'acquérir de nouvelles compétences et de me lancer dans ce projet-là. Okay. Pour passer une marche aussi, peut-être, personnellement. D'accord. Tu dis que c'est pas un marathon, mais ça y ressemble quand même pas mal. 2 ans, c'est conséquent, c'est un bel investissement. Est-ce que tu avais des attentes vis-à-vis de cette formation au moment où tu t'es inscrite? Alors, des attentes peu, puisqu'on connaît pas ni le contenu, ni le déroulement. Alors, c'est très logistique, administratif quand on présente le contenu. J'avais l'attente personnelle de réussir. Voilà. J'ai toujours une volonté de performance et d'objectif. Mon attente, c'était de réussir. Je savais pas trop ce qui allait arriver, puisqu'on se lance dans l'aventure aussi. J'avais des attentes, j'avais des craintes. C'était comment concilier. Je voulais absolument pas que ça pénalise mon poste actuel. J'avais un poste à responsabilité. Donc mes attentes, c'était juste de réussir, en fait. D'accord. Donc c'est un bel investissement sur 2 ans. Comment tu l'as concilié justement comment est-ce que tu as peut-être réussi à jongler ou trouver un brin d'équilibre là-dedans? Alors avec beaucoup de café. Beaucoup de café. Avec beaucoup de café. Essentiel. Voilà. Avec beaucoup de café parce qu'il faut. Alors quand on est une femme, et je voudrais pas genrer tout ça, on est une maman, on est une femme, on est une professionnelle, donc il faut déjà équilibrer tous ces pans. Il était hors de question pour moi qu'il y ait un des pans qui pâtisse de ça. Donc un gros manque de sommeil, clairement, parce qu'il faut travailler. Je remercie vraiment les professeurs parce qu'ils m'ont laissé partir quelquefois en courant des cours. Je pense à Brigitte Nivet en RH. Je me rappelle d'un conflit social où on m'appelle en disant faut venir tout de suite. Je pars en courant du cours mais c'est le risque aussi quand on est en poste. Alors c'était plus simple aussi pour moi puisque mon poste était à 2 kilomètres à peine. Donc voilà, Clermont-Ferrand, c'est très agréable aussi pratique. Quand on y habite et qu'on y travaille, c'est pratique. Alors il faut là concilier. C'est un petit peu régressif aussi parce qu'on se retrouve en mode étudiant. On crée un petit groupe, une petite caste, des rencontres justement, des rencontres absolument extraordinaires, que ce soit avec le corps professoral ou avec mes camarades de promo. Et l'équilibre, il se fait naturellement parce que ça nous apporte tellement, c'est une vraie richesse. Par contre, il y a un écueil, c'est qu'il faut en effet ne pas laisser de côté tout le reste parce qu'on se ferme un petit peu dans un groupe où on se retrouve en mode étudiant, on boit des cafés, on sort un petit peu, etc. Donc il faut du café et mieux dormir par contre. D'accord. Tes conseils pour les suivants. Ouais. Très bien. Quand on discutait avant de faire cet enregistrement, on a abordé un petit peu le sujet du syndrome de l'imposteur. Oui. Est-ce que tu peux en parler un petit peu de ce syndrome de l'imposteur? Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est un grand mot, si
Si on prend Psychologie Magazine ou autre, tout le monde va en parler à un moment ou à un autre. Je voudrais pas encore une fois genrer ce syndrome, mais il paraît, d'après une étude d'Harvard que j'ai lue récemment, que 90% des femmes à poste à responsabilité le subissent. Alors, est-ce qu'on le subit parce qu'on le décide ou pas? Moi, j'ai attaqué dans un milieu très masculin. Très masculin. Oui, équipementier automobile, forcément. Exactement, où je gérais des projets, donc il fallait que j'amène des équipes. On était très, très peu de femmes à l'époque, parce qu'il y a presque 30 ans. Donc forcément, on est une femme, on est plutôt jeune, en plus on est blonde, excusez-moi la petite anecdote. C'est voilà, on se positionne avec une bande d'hommes. Et encore une fois, je ne... Pour moi, les collaborateurs sont totalement asexués. Mais malgré tout, voilà, on arrive dans cette situation. On sent un petit peu... voilà, je dois faire mes preuves. Ces messieurs-là ont peut-être déjà fait leurs preuves et moi, je dois faire mes preuves. Donc, du coup, on redouble d'énergie, on redouble... Voilà. Et en fait, c'est un moteur, ce syndrome. C'est plus un moteur. C'est pas une tare, c'est pas une lacune. C'est plus... moi, j'ai essayé d'en faire un moteur. Dire, OK, tu le vis, tu as l'impression d'être un peu décalé. Et puis encore une fois, comme j'ai suivi des gens, je me disais, mais est-ce qu'ils sont bien sûrs que je suis à la bonne place? Parce que comme c'est des rencontres humaines. Et du coup, il a été présent, mais il m'a permis d'être encore plus performante. Ok, donc c'est plus la question de est-ce que je le subis ou est-ce que j'en fais une force en fait. Et alors, étant plus jeune, on le subit parce qu'on doute de soi en début de carrière, on est en plein doute, on rejoint un grand groupe international, c'est un gros monstre en fait qui est devant soi, puis on intègre en tant que sa petite personne ce groupe-là, on se retrouve avec beaucoup de projets, encore une fois je parlais de l'international tout à l'heure, avec des gros projets, moi j'ai amené des équipes à l'étranger, enfin sur des gros challenges, et on est sa petite personne, on se dit comment je vais les accompagner. Donc oui, au début c'est un doute en début de carrière, mais je pense que le doute peut habiter tout le monde, et puis un jour on décide d'en faire une force en fait. Ok, génial. Est-ce que le MBA, il y avait une petite part aussi de mon petit syndrome de l'imposteur, je vais peut-être me former ou reprendre des études ou asseoir, entre guillemets, de manière un peu officielle, ma légitimité? Alors, je voulais réasseoir. Puisque je n'avais pas à rougir de ma carrière, j'avais des postes très, très agréables, à responsabilité, mais je pense que je voulais me prouver, encore une fois, que je pouvais réussir. Et puis, je voulais aussi vérifier quand même que les compétences que j'avais pour le poste actuel, elles étaient en adéquation avec les attentes. Parce que lorsqu'on a lâché ces études depuis 20 ans, peu importe les études initiales qu'on a pu parcourir, c'est de se dire, est-ce que je suis encore en phase? Parce qu'on a beau mener des dossiers, etc., la réglementation évolue, enfin voilà. Oui, et du coup, c'était aussi, voilà, passer une marche, et puis se dire, bon, il y avait la notion de MBA avec l'accréditation aussi. Nous, à l'époque, on était sur du DESS, même pas encore le master. Je vois tout à fait. Voilà. Et du coup, c'était de se dire, un MBA, ouais, c'est sympa de décrocher un MBA. Ouais, ça fait classe. Classe, mais alors, je sais pas si ça fait classe, mais c'est valorisant pour soi de se dire, j'ai 45 ans, c'est souvent le milieu de carrière, vous savez, on se questionne, certains veulent aller lever des chèvres, je sais pas où, ou faire de l'activité bien-être. Moi, je voulais vraiment continuer sur ma lancée et me dire, mais par contre, ouais, avec un MBA, c'est pas mal. Cool. Est-ce que tu peux me raconter un peu comment s'est passé le programme? Est-ce qu'il y a eu, alors on a vu d'un point de vue organisationnel, il y avait une certaine rythmique à prendre et à mettre en place. Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières? Est-ce que tu as eu des surprises, peut-être bonnes ou moins bonnes? Alors, des difficultés particulières, c'est les réglages en fait, puisqu'il faut s'organiser. J'ai eu des bonnes et des mauvaises, alors pas de mauvaises surprises. Mais par contre, alors j'ai eu la chance et alors, je sais pas, c'est pas qu'une chance parce que d'avoir en directeur de mémoire Anne-Albert Comarias, puisque j'avais choisi comme sujet un mémoire de recherche sur la coopétition, donc l'art de coopérer avec ses concurrents ou ses compétiteurs. Et Anne est très exigeante. Mais il le fallait parce que moi, je suis très exigeante aussi envers moi-même. Donc ouais, des mails de 14 pages les nuits à retravailler sur la fin de mémoire. Là, j'ai trouvé la difficulté. Un beau marathon quand même. Un beau marathon, parce que de temps en temps, j'ai eu envie à 4 heures du matin de jeter l'ordinateur par la fenêtre. Mais j'ai eu des très belles surprises. Alors déjà, humainement, parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires dans ma promo. Et puis, certains professeurs qui m'ont marqué. Ah, ça tombe bien, parce que c'est pile ma question suivante. C'est qui les rencontres ou professeurs, quelle que soit la rencontre finalement, qui t'ont marqué? Qu'est-ce que cette rencontre ou ces rencontres t'ont apporté? Alors, d'un point de vue camarades de promo, elles m'ont apporté de belles amitiés. Au début, on se regarde, on est un petit peu à tâtons. Alors, c'est drôle parce qu'on a fait le séminaire d'intégration.
Et 2 heures après, j'étais désignée déléguée de la promo. Voilà, parce que je suis arrivée peut-être avec ce que je suis aussi. Donc voilà, 2 heures après, je me retrouve déléguée de la promo avec des gens que je ne connaissais pas du tout. Donc on se regarde, on est un petit peu comme ça. Et très rapidement, il y a des groupes au sein du groupe qui se créent. Et là, on se fait un groupe là hyper soudé. Et au sein de ce groupe, il y a un autre groupe, voilà, avec Coralie Rastero et Cathy Deschlotte, qui fait partie de ma promo. Et en fait, on se rend compte sur les travaux de groupe qu'on match complètement, intellectuellement. On est toutes les 3 différentes, mais le combo, le trio, a fait des étincelles. Grosse émulation. Ah, mais grosse émulation, des étincelles, on adore travailler ensemble, on se complète. Et ce sont devenus des amis que je vois régulièrement. Ce sont devenus des vrais amis, de belles personnes. Donc déjà, ce groupe m'a apporté beaucoup d'amis et cet autre groupe aussi avec Cédric que tu as rencontré il y a pas longtemps. Plein de Cédric puisque c'est une promo de Cédric. Voilà, on a créé une belle aventure et on arrive à se voir à déjeuner encore. Ça c'est pour la partie camarade et sur la partie professorale, de belles rencontres aussi. Et si je devais citer un professeur qui m'a marqué, c'est Arnaud Gorgeon, puisque moi j'adore les mots et la pensée. J'adore les mots et la pensée, j'adore la sociologie, la philosophie. Et avec Arnaud, on a travaillé les biais cognitifs. Et ça, c'est très important. Parce que on est tous habités par plein de biais cognitifs. Est-ce que tu peux peut-être, avant qu'on continue, expliquer ce que c'est un biais cognitif pour ceux qui... Alors, un biais cognitif, il y en a plus de 200. C'est ce qui va pouvoir altérer la pensée, en fait. C'est ce qui nous permet tous les jours d'avoir un jugement, une pensée. Et quand on connaît les biais cognitifs, ça nous permet de changer notre pensée, en fait. Ça nous permet de prendre du recul et d'être plus objectif sur le jugement, le choix, la pensée, et peu importe le métier qu'on occupe, quand on connaît ces biais-là, on peut soit les travailler pour qu'ils soient positifs, soit un petit peu les contrer, parce qu'on est tous habités par ces biais, le biais de jugement, le biais de halo, par exemple aussi, le fait de vouloir s'entourer que de gens qui nous ressemblent. Dans le recrutement, notamment pour les RH, c'est très important de pas choisir que des gens qui nous ressembleraient. Et Arnaud nous a aidé à travailler ça. Et moi, j'ai beaucoup apprécié déjà la rencontre avec Arnaud parce qu'en plus, il participait aux apéritifs, après, etc. On a passé de très bons moments avec Arnaud. Mais surtout parce que travailler ces biais cognitifs, c'est indispensable. Donc, tout au long de sa carrière, je pense que régulièrement, d'ailleurs, il faudrait se faire un petit rappel. Moi, j'ai un petit livre sur les biais cognitifs et de temps en temps, je me fais un petit rappel pour bien prendre le recul et ne pas manquer d'objectivité dans mes choix et mes décisions. Ok, c'est vrai que les biais, ils ont tendance justement à nous faciliter la vie dans certains cas parce qu'ils nous permettent d'arriver plus rapidement à une décision, mais dans d'autres, ils vont justement biaiser une prise de décision. Est-ce que tu aurais un exemple d'un biais qu'on retrouve ou quelque chose d'assez courant? Alors, je pense que le fait de vouloir s'entourer que de gens qui nous ressemblent, c'est très confortable. C'est-à-dire que voilà, on reste entre nous, c'est presque de l'entre-soi. Et je pense que c'est un chemin vers l'acceptation des autres aussi, la différence qui peut être très riche. Je pense que ça, c'est un biais important qu'il faut travailler et s'ouvrir vraiment sur d'autres horizons, d'autres personnes et voir comment on peut arriver à une complémentarité. C'est quoi l'impact concret que toi, tu as ressenti une fois que tu as achevé ce MBA? La fatigue. La fatigue. Non. Et la dépendance au café. Et la dépendance au café. Non, l'impact, il est très personnel. C'est-à-dire, j'ai réussi. J'ai passé 2 ans. Fierté. J'ai passé 2 ans avec, alors, l'avantage aussi du MBA dans cette configuration, avec le MM, c'est qu'il nous permet de travailler, de continuer son activité professionnelle, donc on n'est pas coupé. Donc l'impact, c'est vraiment cette réussite-là de dire, je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai en plus rencontré plein de gens, j'ai appris beaucoup de choses. Je l'ai fait. Vraiment, j'ai réussi et j'ai atteint l'objectif que je voulais atteindre. Et j'ai appris beaucoup. J'ai appris énormément. Ok. Et en termes de perspective ou d'opportunité, est-ce que ça t'a ouvert des portes à l'issue de ta formation? Ça n'a pas changé grand-chose. Puisqu'encore une fois, moi, j'étais en poste, j'avais pas besoin de ce diplôme. Mais par contre, ça m'a permis d'avoir certainement une meilleure assurance. Alors, on vient pas chercher une carte, on vient pas chercher son diplôme, on vient chercher une expérience et ça dure quand même 2 ans. Donc on fait un vrai travail sur soi aussi. C'est pas je prends des notes en cours, je fais les partiels, etc. Oui. Je rédige un rapport. On vient se chercher soi-même parce qu'il y a toujours un petit voyage intérieur exactement pendant ces 2 ans. Et c'est l'impact, c'est je l'ai fait. J'ai passé ces 2 années. Elles m'ont coûté personnellement. Elles m'ont coûté quelquefois physiquement, physiologiquement aussi. Mais je l'ai fait. Donc une certaine forme de plénitude. Voilà. J'avais cet objectif. Je l'ai réussi. Par contre, l'impact sur mon poste, il n'y en a pas eu vraiment. Mais on a passé une marche.
Tu as parlé un peu de travail intérieur, c'est super intéressant parce que est-ce que du coup derrière ça, il y a des traits de ta personnalité que tu as dû renforcer, peut-être tempérer? Est-ce qu'il y a des choses que tu as dû adapter pendant ce cursus? Oui, il y a pas mal de choses, mais ça, on le fait tout au long de la carrière. Le cursus Mmh. nous a permis de le travailler. Déjà les rencontres, la différence qu'on peut avoir avec et puis les travaux de groupe. Hein. Quand on est en travaux, donc nous on était souvent en trio. Il faut savoir aussi savoir travailler avec ses collègues et puis s'adapter. Alors nous on a eu la chance que ça matche et que ça s'emboîte directement, donc c'était assez incroyable. Moi ça m'a permis aussi de me canaliser un peu, je pense. Voilà. J'ai 100 000 idées à la minute. Okay. je suis plein de oui, ça oblige un peu à ça oblige à se recentrer puisqu'il y a un objectif, il y a un poste à tenir à côté. Donc ouais, ça permet aussi de se mettre un peu sur les rails. On a fait des études aussi sur des entreprises extérieures, de découvrir pas mal de choses. Donc oui, ça permet aussi de se poser beaucoup de questions tout au long de la formation. On parle beaucoup d'être à sa place ou pas, c'est-à-dire est-ce que je suis bien à la bonne place, est-ce que j'ai fait le bon choix? Et ça, j'en ai jamais douté. Ah, t'en as jamais douté. C'est marrant parce que j'allais te demander justement, avec le recul, si tu pouvais adresser un conseil à la version de toi-même qui peut-être hésitait à entamer le cursus, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais de refaire la même chose. Okay. Je lui dirais de refaire exactement la même chose. Après, il y a un moment où c'est le moment. Je pense qu'il y a dans la vie, c'est un petit peu comme ça. Il y a un moment où c'est le moment. Là, c'était le moment pour moi parce qu'il faut quand même avoir conscience, il faut avoir une certaine liberté et disponibilité psychologique. C'est-à-dire qu'il faut être bien dans sa tête. Il faut être bien dans sa tête et bien dans sa peau. Si on a une charge mentale incroyable, je pense que ça peut être difficile. Oui, rajouter quelque chose en plus, ça va pas simplifier. Il faut pas rajouter une contrainte à des contraintes. Il faut être dans un certain équilibre. Je pense qu'il faut être aussi dans un certain équilibre familial. Tout à l'heure, je parlais de la vie de femme et de maman. C'est important de dire à tout le monde, attendez, là, je m'engage sur 2 ans. Ça va c'est pas rien. C'est pas rien. Hein, donc ça va bousculer, là. Il faut qu'on soit prêts tous à l'organisation parce que c'est une organisation de famille aussi. Et puis il faut être prêt psychologiquement. Il faut être prêt à se dire je suis disponible pour faire rentrer d'autres personnes, pour faire rentrer du temps. Il faut vraiment être très disponible pour s'engager dans le cursus. Est-ce qu'il y a une question de maturité aussi ou... Oui, je pense. Ouais. Alors il y a une question de maturité. Je dirais presque qu'il y a même une question d'intelligence situationnelle, émotionnelle, voilà, qui doivent rentrer en ligne de compte. Oui, il y a une question de maturité où je suis prête en fait. Ça y est, je suis prête à y aller parce que si on n'est pas convaincu à 200%, clairement, il faut pas y aller par contre, parce que on va pas suivre les cours correctement, on va pas s'impliquer avec les autres correctement. Et je pense que d'un point de vue du corps professoral ou de la promo, il faut avoir cette disponibilité-là pour les autres. Ok, oui, un vrai engagement. Oui, un vrai engagement, tout à fait. Okay. Est-ce qu'il y a un conseil que tout le monde donne, mais que toi, tu ne suivrais jamais? Un conseil que tout le monde donne. Alors ça, c'est la colle du jour. Ça, c'est la colle. Un conseil que tout le monde donne. Alors oui, ne t'inquiète pas. Je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Alors, enfin, c'est pas que je supporte pas, parce que c'est très bienveillant quand les gens disent ne t'inquiète pas. Mais quand on dit aux autres ne t'inquiète pas, je trouve qu'on nie ce que ressent l'autre. Forcément, si la personne s'inquiète, c'est qu'elle a forcément une raison de s'inquiéter. Donc, c'est pas le fait de supporter ou pas, mais je trouve que dire à une personne le conseil ne t'inquiète pas, pour moi, c'est pas un conseil. Le conseil, pour moi, c'est pourquoi tu t'inquiètes? Est-ce que je peux t'aider dans cette inquiétude? Voilà, ou pas. Mais ne t'inquiète pas, je trouve que c'est nier totalement le ressenti de l'autre. Ah, c'est intéressant parce que dans tous les propos que tu as depuis le début, je ressens, moi, en tout cas, une certaine intelligence émotionnelle qui est assez poussée. Est-ce que c'est quelque chose que aujourd'hui, on va en parler un peu dans ton travail au terme du Monde d'Or, tu valorises, que tu utilises, sur lequel tu capitalises? Alors, tout à fait. Je parle d'intelligence émotionnelle, mais d'intelligence situationnelle aussi. Quand on est manager, on est leader avant tout. On est manager, c'est rien de manager. Ça peut même s'apprendre de manager, c'est pas un problème. Moi, je préfère le leadership en fait. Et pour avoir un certain positionnement de leadership, il faut avoir cette intelligence émotionnelle. Il faut ressentir les gens. Voilà, il faut les comprendre. Il faut être bienveillant. C'est pas de la doudou-thérapie. Moi, je pense que être manager, être le leader, c'est une main de fer dans un gant de velours. Mais si on n'a pas cette intelligence émotionnelle, on peut passer à côté de plein de choses. Moi, je dis souvent à mes équipes, je suis une capitaine de l'équipe, mais je joue avec vous. Alors, j'ai toujours fait des sports co, j'ai même fait du rugby, et je me dis, moi, j'ai le brassard, mais je joue avec vous. Et j'ai juste envie que mes équipes me suivent. J'ai la chance d'avoir des équipes extraordinaires, vraiment extraordinaires, qui font corps. On est une équipe. Je reste l'arbitre aussi quelquefois. Je tranche, je prends des décisions. Je prends de l'intelligence collective. J'ai pas besoin des autres pour prendre des décisions ou travailler des dossiers, mais malgré tout,
Je pense qu'une équipe complète en intelligence collective est vraiment très riche. Donc oui, l'émotion, après, il faut pas se cacher derrière l'émotion, on va pas, mais attention, il faut laisser une certaine limite, une certaine barrière quand on est manager ou leader pour ne pas en faire entrer trop d'émotions. Je pense qu'il faut sentir les gens aussi. Voilà. Parce que quand on sent les gens d'un point de vue émotionnel, on les sent aussi d'un point de vue intellectuel. Complètement. Mais qu'est-ce qui t'a amené d'ailleurs à ce fameux poste que tu occupes aujourd'hui? Est-ce que c'est une rencontre? Oui, alors, toute ma carrière est faite de rencontres. J'ai eu beaucoup de chance, en fait. Parce que j'ai jamais eu trop à chercher du travail, j'ai jamais eu de période d'interruption et j'ai toujours rencontré des gens en fait que j'ai eu envie de suivre. Alors est-ce que ça vient de l'émotion ou pas, je ne sais pas. Ma dernière rencontre, oui, elle est avec notre directeur central, Monsieur Cousin, directeur central de la chaîne thermale du Soleil. Où après la visio, j'ai fermé mon ordinateur. Je me suis dit mais j'ai envie de travailler avec lui. Okay. Et ensuite j'ai eu la chance de rencontrer notre dirigeance à Paris, Madame Éléonore Guérard et Madame Adeline Guérard et Monsieur Beltrando. Et je suis sortie de mon entretien, je me suis dit waouh, vraiment, je me suis dit waouh, je suis au bon endroit. Je suis au bon endroit, on s'est compris, on s'est presque senti et ouais, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de les suivre quoi. Génial. C'est un domaine qui peut-être, en tout cas pour moi, est un peu mystérieux, les termes, on sait pas trop à quoi ressemble ton quotidien, c'est quoi tes principales responsabilités, et comment se déroule une journée ou peut-être une semaine au terme. Alors, les journées se suivent, ne se ressemblent pas. Donc, mon métier, c'est être directeur des thermes du Mont d'Or au sein de la chaîne thermale du Soleil. L'avantage aussi que j'ai aujourd'hui, c'est de faire partie d'un groupe et même de faire partie presque d'une famille. La chaîne thermale du Soleil est dirigée par Madame Éléonore Guérard et Madame Adeline Guérard. Et j'ai beaucoup de chance puisqu'en fait, on est une vingtaine d'établissements thermaux, donc une vingtaine de directeurs aussi qui travaillent ensemble, qui sont répartis sur l'ensemble de la France. On dirige un établissement de soins. Le thermalisme doit aussi redorer son blason, je pense, parce qu'on a beaucoup de clichés sur le thermalisme. C'est une vraie médecine. C'est une vraie médecine thermale. On a un vrai plateau technique. Moi, j'ai 5 médecins au sein des thermes du Mont d'Or. Donc, je dirige un établissement qui fait 14 000 mètres carrés, une centaine de personnes en pleine saison. On a 8 500 curistes par an qui se croisent, dont 800 qui se croisent le matin et qui viennent se soigner pour de la rhumatologie et des voies respiratoires. C'est pas de la piscine où on trempe, hein. Oui, c'est vrai qu'on a ce cliché de c'est pour les personnes âgées, on va tremper dans l'eau. Pas du tout. Je sais pas, Benjamin, si vous avez mal au dos, aux genoux, si vous faites du sport, mais la cure peut être faite pour vous aussi. Non, on a un vrai plateau technique, un plateau de soins. La médecine thermale ne remplace pas la médecine conventionnelle. C'est un complément. On traite des enfants sur les voies respiratoires, des adultes, on traite la rhumatologie, différents types de pathologies, de la pathologie, la problématique de lombalgie jusque de la pathologie plus invalidante. Et on a des vrais retours médicaux, c'est-à-dire qu'on a de la recherche aussi clinique, de la recherche médicale, et aujourd'hui, il faut aussi qu'on tende, et je pense que les nouvelles générations sont là, on entend beaucoup parler de santé intégrative, c'est pas du tout la santé intégrative, c'est de la médecine, avec la ressource naturelle. Donc la chance qu'on a aussi, c'est d'utiliser pour soigner la ressource naturelle qui est l'eau, l'eau médicale, l'eau médecine thermale, pardon, et le gaz thermal qu'on utilise au Mont d'Or. D'accord. Ça recadre un petit peu. Oui, je pense qu'il faut recadrer un peu parce qu'on souffre de clichés dont j'étais vraiment forcément la première. Mais voilà, la médecine thermale, c'était. Puis on a tendance à mélanger thalasso, médecine thermale. Non, c'est vrai. C'est 18 jours qui sont conventionnés par la sécurité sociale, prise en charge par la CPAM. On a aussi des cures libres avec des plus petits formats qu'on peut financer soi-même. Mais je pense que les jeunes générations, et je le vois par exemple sur des trailers qui viennent faire de la récupération, sont prêts à investir dans leur santé. C'est de la médecine préventive aussi. Oui, il y a beaucoup de prévention. J'ai une de mes curistes qui a l'habitude de me dire, je n'ai pas la prétention de devenir plus vieille que les autres, mais au moins en meilleure santé. Okay. Tout est dit. Tout est dit. Qu'est-ce qui te motive au quotidien dans tes missions avec ce poste? Il y a plusieurs choses qui me motivent dans mon quotidien. Ce sont déjà mon équipe. J'ai une équipe extraordinaire. Donc, il y a une vraie émulation qui s'est créée avec la composition de cette équipe. On est une belle équipe où on est tous hyper impliqués et on a l'envie d'avoir envie, vraiment. Donc ça crée vraiment une vraie émulation au sein de l'équipe. C'est de contribuer aux soins aussi, voilà, avec une médecine un peu plus douce. C'est aussi redorer, comme j'ai dit tout à l'heure, le blason de la médecine thermale. Donc tout ça me motive. C'est de rencontrer des curistes aussi, parce qu'il y a beaucoup d'humains. Moi, je gère de l'humain, on soigne de l'humain, donc on est totalement dans l'humain. Et ça, c'est le fil conducteur de toute ma carrière, de toute manière. C'est l'humain. C'est l'humain. Donc c'est très riche, hein. On fait de belles rencontres et encore une fois, on a des résultats très probants en termes de médecine et j'ai une superbe équipe qui m'accompagne.
superbe équipe et assez riche, on va dire, en termes aussi de quantité. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui passent pour les soins, beaucoup de personnes à encadrer. J'ai l'impression que tu es beaucoup investi à chaque fois dans les projets dans lesquels tu te lances. Comment tu prends soin, toi, de ton propre équilibre personnel avec potentiellement autant de responsabilités? Alors, l'écueil un peu d'être autant investi, c'est le stress. Mais ça peut être un stress hyper positif. Mais on sait aussi que le stress, qu'il soit positif ou négatif, à un moment, il est oxydatif aussi. Donc en fait, je me nourris aussi beaucoup de mes équipes et de ce qu'elles peuvent m'apporter. Après, pour mon équilibre personnel, je suis très bien entourée, personnellement, dans ma vie de famille, par mes proches, et je nage. Voilà, je nage pour évacuer de temps en temps, parce que aussi l'humain arrive beaucoup dans une société un petit peu anxiogène en ce moment, avec sa poubelle émotionnelle, qu'il faut quelquefois gérer. Donc pour évacuer, je nage. C'est un bon, le sport, bon exutoire. Le Mont d'Or. Le Mont d'Or, prendre ses baskets entre midi et 2, de monter sur les crêtes et d'aller faire un petit footing ou d'aller nager, ça aide beaucoup. Ouais, c'est un cadre qui est quand même sympa. Exactement. Okay. Donc, est-ce que tu as l'impression aujourd'hui d'être à ta place, en termes peut-être même global, pas seulement professionnel, vu que j'ai l'impression que malgré tout, il y a toutes ces petites briques de ta vie qui sont bien présentes. Oui. Je pense qu'il faut pas rechercher une place unique parce que quelquefois on peut avoir le déni de voir le reste. Je suis toujours en quête de ma place. Toutes les planètes ne sont pas complètement alignées, mais elles tendent vraiment à l'être en ce moment. Ouais, je pense que je suis à ma place. Je pense que je suis à ma place, je suis bien, je me lève le matin en ayant l'envie. Je me lève le matin avec le sourire. Ça t'a pris. Malgré tout ce que la vie peut nous apporter aussi comme difficulté. Je vis pas dans un monde idéal, mais oui, j'ai l'impression d'être à ma place. Génial. Est-ce qu'il y a une idée reçue sur ton métier ou ton parcours que peut-être t'aimerais un peu démonter aujourd'hui? Des choses qu'on pourrait entendre? Non, je le trouve. Alors, il est un peu atypique, puisque passer d'un équipementier automobile au médico-social, c'est un petit peu atypique. Non, j'aime mon fil conducteur. J'aime mon fil conducteur parce que plus il avance, plus il me permet d'être à ma place, clairement. Donc j'ai pas de souci avec ça. Je suis bien à ma place. J'espère continuer comme ça. Ce qui est déjà pas mal. Merci. Je te propose un petit challenge 1 minute chrono pour répondre à un maximum de questions. Tu réponds au tac, pas besoin de développer, en un mot ou deux. Tu es prête? Prête. Allez, on va en savoir un petit peu plus sur Séverine. C'est parti. Tu es du matin ou tu es du soir? Les deux. Les deux. Ah, un livre qui t'a marqué? Le Petit Prince. Le Petit Prince. Une chose que tu as apprise trop tard? Une chose que j'ai prise ou que j'ai apprise? Pardon. Une chose que tu as apprise trop tard. Prendre soin de soi. Ah, prendre soin de soi. Le pays que tu as adoré visiter? J'aime beaucoup les Antilles. Et le pays que tu adorerais visiter? Le Mexique. J'espère en novembre. Une personne qui t'inspire au quotidien? Les enfants. Non, ils m'inspirent pas. Quelquefois, une personne qui m'inspire au quotidien. Alors moi, j'aime beaucoup les humanistes, les philosophes, Edgar Morin et André Comte-Spondy. Une appli sur ton smartphone dont tu ne pourrais plus te passer? Une appli sur mon LinkedIn. LinkedIn. Un objet que tu emportes partout? Mon gloss. C'est très féminin. Non, je plaisante. Le collier que je porte tout de suite, qui est la médaille de baptême de mon fils. Très bon souvenir. Un mot que tu détestes entendre? Ne t'inquiète pas. Et une dernière, ton film ou ta série culte? Mange, prie, aime. On se dirige lentement vers la fin de ce podcast. J'ai encore quelques questions pour toi. On va revenir un peu sur les transformations. Tu as eu un parcours qui est très riche. Qu'est-ce que peut-être toutes ces transformations, et notamment ta formation ici à Clermont School of Business, a changé pour toi, alors en tant que professionnel, mais aussi en tant que personne? On parlait de maturité tout à l'heure. Je pense que ça, de se poser un petit peu. Je pense que c'est important. Ces transformations-là, elles permettent aussi de se questionner. Quand on change, c'est vraiment qu'il y a un questionnement. On a beau dire qu'on suit des gens, etc. Si on a l'envie de changer, c'est aussi qu'on se questionne. Moi, je pense vraiment qu'il faut prendre le temps, de temps en temps, de prendre du recul sur soi. Parler d'être à la bonne place, etc. Si on suit et qu'on se perd dans des méandres, dire je suis là, je suis bien, etc. Moi, je pense qu'il est important de se questionner régulièrement. Tout à l'heure, je parlais du Petit Prince. Moi, je le lis régulièrement parce que j'ai pas la même lecture en fonction du temps qui passe. Prendre le temps de se poser sur soi. Et surtout, est-ce que ce que je fais m'épanouit? Quelle est la quête, en fait? Quelle est la quête? On a chacun nos propres objectifs. Certains, c'est gagner de l'argent. Certains, voilà. Moi, ma quête, c'est mon épanouissement intellectuel, déjà. Je dois apprendre.
Je dois absolument apprendre. Et je dois être bien et en phase avec ce que je fais. Donc, je pense qu'il est nécessaire pour tout le monde de dire un moment stop. Voilà, je fais une pause qui dure pas non plus très longtemps, mais je prends le temps de me questionner. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis vraiment épanouie? Ou est-ce que j'ai un petit truc qui me dit non, là, t'es pas à ta place? C'est pas top. Alors, on n'atteindra jamais la perfection, mais pour avoir un fil conducteur ou prendre le chemin, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est de se dire, est-ce que là, je dois changer de route? Est-ce que là, je dois, voilà. Mais vraiment se questionner sur est-ce que je suis en phase? Ça arrive à un âge certain ou à un certain âge, peut-être aussi, que j'ai certainement atteint. Mais c'est de se dire, voilà, est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce qu'il est l'heure du changement? Est-ce qu'il est l'heure? Mais j'en ai fait une bonne partie. Ce qui reste, mais ça doit être du bonus, quoi, que du plus. Et là, je dois vraiment être dans l'épanouissement total. Tu le disais, ouais, tout à l'heure, le côté, je me lève le matin, en fait, je suis contente de me lever, d'aller travailler, d'aller là où je vais aller. C'est un bon indicateur, je trouve aussi, de cet état d'esprit-là. Oui, c'est ce que je dis, c'est ce que je dis à mes enfants. Moi, j'ai 2 garçons. J'ai un garçon qui voulait être pompier de Paris depuis l'âge de 3 ans. Il a 24 ans, il est pompier de Paris. Mon fils a 15 ans, bon, qui se cherche un peu. Moi, je dis à mes enfants, mais trouvez votre voie pour avoir la banane, hein. Je me permets d'utiliser cette expression, mais ayez le sourire. Et ça, c'est l'indicateur. Quand vous dites le matin, j'ai mal au ventre, j'ai pas envie d'y aller, ça coince un peu. Alors ça peut venir aussi de collègues ou de relations interpersonnelles. Mais dans l'épanouissement, je pense qu'en effet, il est important de se dire le matin, chouette, je vais y aller. Et pas avoir le blues du dimanche soir, sans reprendre la chanson de Grand Corps Malade, c'est de se dire, moi, le dimanche soir, je fais mon agenda. Les dimanches soirs, je suis assez ritualisée. Je me dis, voilà, cette semaine, j'ai ça, je me projette un peu. Je suis très contente. Donc j'ai pas le lundi matin, oh là là, c'est lundi. Pas le coup de blues du lundi. Voilà, j'ai pas la question comment ça va comme un lundi, je l'ai pas ça. Ça va comme tout. Je crois que c'est pire, le comme un lundi, je pense que c'est ça. C'est la catastrophe. Est-ce que tu as une vision de ce que pourrait peut-être être la prochaine transformation dans ta vie pro? Aucune, parce que ça serait un petit peu prématuré. Ça fait 1 an que j'ai intégré la chaîne Thermale du Soleil, je m'y sens très bien, je fais encore de belles rencontres, j'ai de beaux projets, et j'espère avoir de très beaux projets pour le Mont d'Or dans les 5 années à venir. Je ne me suis jamais projetée en fait, mais vraiment jamais. Quand je regarde derrière moi, je me dis tiens, si tu avais 18 ans ou 20 ans aujourd'hui, ce que tu aimerais faire, je referais la même chose. Et je pense pas à demain. Alors je pense à demain dans ma gestion de projet, dans la gestion de mes équipes, de manière très opérationnelle. Dans le leader que je veux être aussi. Ça c'est important pour moi dans le leader parce que j'ai envie que mes équipes aient envie de me suivre aussi. Mais ça c'est un peu naturel pour moi, le leadership, c'est un peu de l'ADN. Mais j'ai aucune idée et je n'ai pas envie de me poser la question parce qu'à ce moment où je suis bien, je pense qu'il faut arrêter aussi de courir après plus, mieux, etc. Quand on se sent bien, on se sent juste bien en fait. Oui, et puis tu l'as dit, je pense que ça ressort bien. Il y a une histoire de rencontre, d'opportunité, et tant qu'on est bien là où on est, il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher plus. C'est ça. Donc, j'ai une dernière question pour toi. Quel serait le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui justement se sent peut-être un petit peu à l'étroit, pas forcément à sa place, un peu comme un lundi dans sa vie pro, mais qui n'oserait pas sauter le pas? Alors je l'ai connu. Je l'ai connu avec un ancien collègue qui a fait la promo suivante de l'UMM. Je l'ai poussé. Voilà, on était assez proches et c'est un copain. Et Bruno, pour pas le citer, à chaque fois me dit j'aimerais bien, etc. Et j'avais pas terminé moi mon cursus. Et je l'ai poussé. Poussé. J'ai un peu tutoré du coup parce que voilà, c'est un petit mode de coaching. Et Bruno a rejoint la promo suivante et a fait un petit peu le même parcours que moi. Donc oui, moi vraiment il faut y aller. Il faut pas se poser de questions. Alors après, il y a l'histoire du financement, l'investissement. Mais encore une fois, il faut être prêt. C'est pas de dire allez-y, parce que faut que tout soit aligné d'un point de vue organisationnel et encore une fois psychologique. Mais oui, allez-y. C'est une belle expérience et on en ressort vraiment très riche. L'école permet aussi d'acquérir de belles compétences. Il y a un plateau technique qui est merveilleux. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à passer ce cap et ce défi. Mais ça doit être aussi un défi perso. Je pense que c'est vraiment c'est ce défi. J'y vais, je réussis. Et je suis fier. Et je suis fière, oui. Très bien. Merci beaucoup, Séverine. Merci, Benjamin, pour ton accueil. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Ose, c'est terminé pour aujourd'hui. Si l'histoire que vous venez d'écouter a éveillé en vous l'envie de vous former pour faire bouger votre carrière, je vous invite à vous rendre sur le site de Clermont School of Business. Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour vous faire accompagner et enclencher votre transformation. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.